Le mercato d'été du Real Madrid est peut-être terminé dans le sens bien sûr des arrivées, mais est-ce que finalement les véritables recrues ne sont pas en interne? On en parle aujourd'hui. Quand je parle de recrues internes, alors oui, on pourrait parler par exemple de Eden Hazard qui en a terminé avec les blessures et qui pourrait enfin montrer son plein talent cette saison, qui pourrait enfin redorer son blason et pourquoi pas éviter l'étiquette du pire transfert de l'histoire du Real Madrid, même si pour l'instant après 3 ans il l'est et c'est clair et net. Je voulais surtout parler aujourd'hui non pas de Hazard car on en a déjà beaucoup parlé dans les dernières vidéos sorties ces dernières semaines, mais je veux surtout parler aujourd'hui les amis de Vallejo et surtout de Dani Ceballos qui à mon sens aujourd'hui ont montré durant la pré-saison qu'ils étaient prêts, qu'ils étaient intéressants, qu'ils pouvaient apporter une véritable plus-value à l'effectif et qu'il faudrait vraiment leur donner leur chance pour permettre à l'effectif d'avoir une belle rotation et surtout pourquoi pas de compter sur deux belles pépites espagnoles qui demandent qu'une seule chose, briller dans leur club de cœur, le Real Madrid. Car quand tu regardes les deux, Dani Ceballos ou Vallejo, quand tu regardes leur palmarès au Real Madrid, il est vrai que ceux-ci ont pu ajouter quand même pas mal de belles lignes à leur palmarès, mais malheureusement ils n'ont pas pesé de tout leur poids dans les différents titres du Real Madrid durant leur passage. Mais c'est vrai que même si on peut pas donner du temps de jeu à tout le monde, qu'on peut pas offrir monts et merveilles à chaque joueur, car on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas non plus là à offrir tout à n'importe qui et n'importe quoi, mais pour le coup, pour moi, Vallejo et Dani Ceballos ont une véritable carte à jouer dans une saison qui s'annonce extrêmement longue. Entre les matchs de sélection, la Coupe du Monde, etc., les différents trophées que le Real Madrid va devoir jouer dans un calendrier très chargé, pour moi, chaque joueur aujourd'hui peut être important et tirer son épingle du jeu. Parlons déjà pour un premier temps du cas peut-être le moins évident, c'est à mon sens Vallejo, qui pourtant, quand tu regardes sa carrière, a été extrêmement important dans les sélections jeunes, en sélection espagnole, dans les catégories jeunes. Il a été assez important quand il était jeune à l'époque à Saragosse, où il était déjà capitaine à 17 ou 18 ans seulement. Le Real Madrid est parti le chercher, l'a reprêté là-bas, puis il s'est quand même un petit peu aguerri, il est venu au Real Madrid. Malheureusement, il n'a pas eu sa chance tout de suite, malgré un potentiel assez évident. On l'a envoyé du côté de Francfort en Allemagne, où ça a été plutôt payant. À la suite de ça, il a enchaîné les prêts par-ci par-là, que ce soit en Espagne ou à l'étranger, et ça n'a jamais vraiment été concluant. Au Real Madrid, on lui a pas trop laissé sa chance, barré bien entendu par une concurrence où à des moments t'avais Ramos, t'avais Pepe, t'avais Varane et t'avais aussi Nacho. Donc forcément, quand t'as un quatuor comme ça à l'époque, tu pouvais pas percer. Aussi talentueux et jeune que t'es, si t'es vraiment un monstre de chez un monstre, forcément la qualité prime sur les noms et entre guillemets les capitaines, etc. Mais pour le coup, Vallejo n'a jamais su montrer qu'il avait un plus grand talent que Ramos, que Varane, etc. Pourtant, quand tu regardes ses capacités techniques et physiques, le mec est grand, il court vite, il va au duel, il est capable de stopper les meilleurs attaquants du monde quand il s'y met et qu'il est concentré. On l'a vu à Francfort à l'époque quand il avait contré les Aubameyang, quand il avait contré les Lewandowski, etc. Il avait quand même fait des prestations plutôt intéressantes et satisfaisantes, ce qui encourageait tout le monde du côté du Real Madrid à miser sur lui à l'avenir. Finalement, ces belles performances qu'il a fait notamment en Bundesliga avec Francfort, ça n'a pas duré très longtemps, en tout cas sur la durée justement, à long terme. Et aujourd'hui, on voit malheureusement un Vallejo qui, quand il jouait à cause du manque de rythme et parfois aussi miné par les blessures qui l'ont empêché de jouer à 100% à des moments, bah forcément des fois tu avais un Vallejo qui était mal placé, qui ne suivait pas forcément ses marquages, qui était pas aussi impactant que prévu dans les duels, qui se laissait bousculer sur les coups de pied arrêtés, qui était simplement des fois un peu trop facile sur les... qui était des fois un peu trop naïf et facile sur les interventions. Et forcément, ça créait des brèches dans la défense du Real ou dans les autres équipes où il jouait. Ça faisait beaucoup de problèmes, ça déstabilisait, ça déséquilibrait simplement tout le monde. Et ça donnait beaucoup d'occasions à l'adversaire qui, par moments, en ont profité pour tuer autant le Real que les équipes dans lesquelles il a pu passer. D'où le fait que certains entraîneurs n'avaient pas pleinement confiance en Vallejo pour lui laisser les clés de la défense, même parfois en cas de grosses absences, de maladies ou je ne sais quoi, ou de blessures de ses concurrents à Vallejo. Mais pour le coup, il y a des moments quand même où celui-ci, quand il commence à rentrer dans le bain, à garder en tout cas son sang-froid, qu'il avait la maturité qu'on lui reconnaissait déjà à l'époque, quand il était vraiment en mode pleinement concentré, pour moi Vallejo est un petit peu du niveau de Nacho, voire des fois un peu plus dans le talent. Pour moi, Nacho a un peu moins de talent que Vallejo, mais c'est quelqu'un qui est un véritable guerrier, qui a su être régulier, un véritable couteau suisse pour le Real. Vallejo, il a, comme beaucoup de joueurs, du talent, du potentiel, mais les blessures, le manque de rythme, forcément, ça joue beaucoup. Et après, quand tout ça va impacter la confiance du joueur, parce que celui-ci ne sait pas forcément, j'allais dire, être remplaçant, parce que Vallejo, de base dans sa carrière, n'a jamais vraiment été remplaçant. C'est vraiment en arrivant au Real Madrid qu'il a connu ce que c'était être remplaçant dans le plus grand club du monde, où la concurrence fait rage à tous les levels, et où gratter des minutes est quand même extrêmement difficile. Et forcément, quand un joueur comme ça, blessé, manque de rythme, qui n'a plus la confiance des coachs et même parfois de ses coéquipiers, c'est très dur de remonter la pente. Surtout en plus quand tu enchaînes après, en tout cas les longues périodes d'absence et sans jouer, c'est difficile à jouer.
Et encore plus pour un jeune joueur. C'est difficile à maîtriser tout ça. Mais pour le coup, Valero, dans la saison 2021-2022 qu'on vient de finir, quand il apparaissait de temps en temps, que ce soit des fois poste de latéral ou simplement défense centrale, il a montré de bonnes prédispositions physiques et techniques qui étaient quand même encourageantes. En tant que quatrième défenseur du Real, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, il y a Militao et Alaba, il y a aussi bien sûr Rudiger et Nacho qui sont présents, donc ça fait forcément beaucoup de solutions pour le Real Madrid en temps normal. Même si se peut que Nacho va beaucoup dépanner sur les côtés, des fois Alaba on dit qu'il va être arrière gauche, Rudiger arrière gauche, mais pour moi, tu vois, il y a quand même de la place pour Valero. Si aujourd'hui on le jette pas, c'est parce que forcément, il a de la qualité, parce qu'on peut avoir confiance en lui. Ça peut être le bon soldat qui peut encore progresser. Il est encore jeune, il n'est pas encore à son prime, donc peut-être que plus tard, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, car forcément un joueur peut encore éclore, il n'y a pas de date limite pour exploser à tous les levels. Et pour moi, un mec comme ça qui a du potentiel, qui montre encore même aujourd'hui en pré-saison qu'il a des qualités pour se projeter, pour avoir du sang-froid dans la défense adverse, au point de, comme il a fait la passe D à Asensio contre la Juve, de donner le bon ballon dans le bon tempo, malgré que les joueurs adverses l'entourent et qu'il fasse un bon pressing, qu'il faut faire la décision. Mais c'était qu'un match amical, c'est pas un match de Ligue des Champions, de Liga ou je ne sais quoi. Mais pour moi, il a une bonne qualité de passe, il a une bonne vision, c'est quelqu'un qui répète les efforts, qui sait se placer, c'est aussi un patron à l'époque dans les équipes où il a pu jouer. Donc pour moi, tu vois, si tu lui donnes le leadership, une bonne présence, que tu l'accompagnes bien, que tu lui donnes les bonnes consignes et surtout que tu lui donnes de la confiance, c'est un mec qui peut se remobiliser et devenir un véritable patron. S'il a fait des belles performances à l'époque avec Francfort et qu'il a fait à l'époque aussi à moindre mesure avec Saragosse en deuxième division ou en première division, que le Real l'a laissé jouer à des moments, qu'il avait montré de belles choses, quand Ancelotti le laisse dans l'effectif, c'est pas pour rien, tu vois. Quitte à faire le nombre, on a largement des défenseurs polyvalents pour faire le nombre. Tu vois, au pire, faire monter un jeune du Castilla. Mais pour moi, Valero a tout ce qu'il faut pour aider véritablement le Real sur tous les tableaux, que ce soit dans les petits, moyens ou gros matchs, si vraiment il y en a besoin, pour faire de belles choses. Mais encore une fois, la confiance et le mental, ça doit suivre. Et Valero, pour moi, a ce qu'il faut, tout comme il avait montré aussi en sélection espagnole chez les jeunes, où des fois ils ont remporté des titres intéressants ou sont allés très loin dans différentes compétitions, que ce soit les Euros des jeunes ou les Coupes du Monde des jeunes, etc., ou les Jeux Olympiques. Mais pour moi, il y a ce qu'il faut. Il y a du potentiel, il y a du talent, et je pense que personne ici peut dire le contraire. Même s'il a fait des boulettes, même si voilà, ça peut arriver à n'importe qui, encore plus à quelqu'un qui ne joue pas régulièrement. Après, le cas de Dani Ceballos, c'est encore plus particulier. Parce que pour moi, aujourd'hui, vous savez, bon, même si à Kroos, Casemiro, Modric, et qu'il y a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, que c'est l'avenir doré, etc., et le passé qui est toujours présent, pour moi, Ceballos peut vraiment jouer les troubles faits dans cette composition-là. On n'a pas 6 milieux de terrain de grand talent, on a 7 milieux de terrain de grand talent. Et ça, c'est quelque chose d'absolument hors norme. Et que ce soit à court, moyen ou long terme, Dani Ceballos a tout ce qu'il faut à mon sens pour jouer au Real Madrid, s'imposer comme titulaire et vraiment faire les merveilles autant de l'Espagne que du Real et remporter beaucoup de titres. C'est un mec, on l'a vu dans la pré-saison et pour moi, il fait partie du top 3 des joueurs de la pré-saison. C'est vraiment un mec qui... Là, le football dans le sang. Le mec se déplace tout le temps, il est tout le temps en mouvement, il propose toujours une solution au porteur du ballon, il va tout le temps vers l'avant, il regarde tout le temps en permanence autour de lui. C'est quelqu'un qui a une vision du jeu qui est absolument phénoménale, plus un volume de jeu intéressant parce qu'il n'hésite pas à défendre avec la bonne agressivité, il récupère quand même pas mal de ballons. Il sait surtout, tel un Toni Kroos, calmer le tempo du match, etc., caler le rythme un petit peu comme il le veut, pour accélérer, pour le ralentir. C'est quelqu'un qui apporte des solutions intéressantes, il peut frapper pied gauche, pied droit, il marque aussi pas mal de buts quand il s'y met, il donne toujours le bon ballon dans le bon espace et surtout à la bonne vitesse pour lancer les attaquants. Et pour moi, ce qu'il a montré footballistiquement, que ce soit des fois sur les petits crochets, que ce soit notamment aussi sur les changements de côté, sa capacité justement à apporter le surnombre et tout ça, et même à se projeter au point de casser des lignes. Alors il a moins de projection par exemple qu'un Valverde, mais pour moi, ou moins de puissance qu'un Camavinga, mais pour moi, au niveau de la palette technique et pour traiter le ballon, je sais pas si Camavinga et Valverde sont aussi bons que lui. Pour moi, techniquement, Ceballos, c'est extrêmement fort. Même s'il doit encore progresser, je pense, sur certains aspects, notamment physiques et éventuellement tactiques, techniquement, Ceballos, c'est un des meilleurs de l'effectif du Real Madrid. Et vraiment, sa capacité à trouver les bons espaces, à trouver la faille dans la défense de l'adversaire et à apporter vraiment un beau jeu en 1-2 touches, pour moi, c'est un mec extrêmement intelligent au niveau du football, mais surtout qui apporte peut-être ce que le Real Madrid va manquer à des moments quand on perdra Kroos et Luka Modric, c'est-à-dire de la créativité
et peut-être quelqu'un qui peut organiser le jeu comme un véritable numéro 10, car pour moi Ceballos, comme il a montré des fulgurances à l'époque au Real, ou comme il a montré avec le Betis aussi à l'époque, ou même pourquoi pas avec Arsenal, c'est quelqu'un qui sait briller et qui en plus n'a pas peur de l'enjeu, il se donne à 300%, c'est pas un mec qui va jouer comme un fainéant, il va courir et donner sa race parce que ce mec là, il aime le foot par-dessus tout et son objectif c'est briller au Real Madrid, pas plus. Et donc comme je le répète, tu vois, pour conclure un petit peu la vidéo, pour donner mon avis sur ces deux pépites qui à mon sens sont de véritables recrues en termes de quantité qualité pour le Real, recrues je le rappelle parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué la saison dernière et cette année ils auront un poids plus important parce qu'ils ont montré en pré-saison en plus de ça qu'ils étaient affûtés, qu'ils étaient prêts à jouer, ils ont montré de belles choses et un bel impact en tout cas sur les 3 différents matchs. Donc pour moi, Valero peut jouer, que ce soit pourquoi pas en tant que latéral ou simplement en tant que central, mais en tout cas j'aurais jamais peur d'envoyer Valero dans l'arène s'il y a des blessures, des absences ou des joueurs malades, et de l'autre côté j'aurais pas du tout peur de mettre Ceballos titulaire et de vraiment le mettre dans la rotation, car en plus Ancelotti lui a promis beaucoup de temps de jeu. Fin de saison dernière il apportait en tout cas quand il rentrait en sortie de banc. Ancelotti était même désolé de pas lui avoir fait jouer autant qu'il pensait, ou du moins autant que Ceballos aurait voulu, mais pour moi Ceballos aujourd'hui montre petit à petit, que ce soit à l'entraînement ou durant les matchs, ce qui est le plus important, qu'il peut gagner sa place, qu'il a la technique, qu'il a le niveau footballistique, et Valero, même s'il a encore plus à prouver que Ceballos pour le coup, pour moi les deux ont une carte à jouer dans la rotation. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour mon analyse. Je sais pas en tout cas ce que vous en pensez de Valero et de Ceballos. Est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut les vendre, est-ce qu'il faut acheter d'autres joueurs, etc. Pour moi il faut les garder, c'est des joueurs qui ont une forte valeur en termes de footballeurs et d'hommes aussi. Ils veulent briller en Espagne, ils veulent briller au Real, aussi pourquoi pas en sélection, donc pourquoi pas les garder simplement, les faire entrer dans la rotation, leur faire confiance et voir un petit peu ce qu'ils peuvent apporter footballistiquement. Mais moi je suis convaincu de leur qualité, je suis convaincu qu'ils peuvent le faire. Du coup j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos bien entendu. Le petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Mon compte Instagram, Twitter, mais aussi mon compte Twitch, tous les liens sont en description. Et bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao.